un état de santé pour moi critique et j'ai fait donc 7 fausses couches. C'est extrêmement difficile pour une femme. Mon corps m'a lâché. Je pense que je vais mourir. J'accouche dans ma salle de bain et je vais continuer, je vais avancer, je vais me battre. J'ai eu une chance extraordinaire d'avoir ma fille. Alors aujourd'hui, je reçois Coralie qui est une femme à mon sens exceptionnelle parce qu'elle a un parcours lié à la maternité qui est juste incroyable. Avec vraiment, elle a vécu le parcours de l'extrême dans ce cheminement pour être mère. Elle va nous en parler, évidemment. Et c'est un épisode que j'attendais avec impatience dans La Voix des femmes parce que, en effet, dans notre société, la maternité, tout ce qui est lié à la gynécologie, au corps de la femme, à la mise au monde, à l'enfantement, c'est quelque chose comment dire, qui pose souvent beaucoup de questions. Et puis, on a aussi beaucoup hyper médicalisé tout ça. On a, à mon sens, aussi privé beaucoup la femme de son pouvoir et de sa puissance dans ces espaces-là. Et en même temps, il y a des parcours atypiques sur ce chemin pour être mère. Et elle va nous raconter tout ça, Coralie, avec bah, voilà, beaucoup d'authenticité. Et vraiment, merci d'être là parce que c'est pas un chemin facile quand ça vient toucher justement cette partie de la mère que nous sommes. Donc, elle va nous partager tout ça pour que ça puisse aussi servir et soutenir d'autres femmes qui sont dans ces parcours peut-être compliqués ou atypiques. Donc, merci Coralie. Merci à toi. Donc, je vais commencer par une première question. Donc, on va dérouler le fil ensemble. Et en fait, ma première question, c'est, OK, comment tu es devenue mère? Qu'est-ce qui s'est passé autour de la maternité dans ta vie, dans ton histoire? La maternité, ça a pris une grosse partie de ma vie. J'ai eu la chance d'être maman à 23 ans d'une petite fille avec une grossesse très compliquée déjà à ce moment-là. Mais voilà, une grossesse malgré tout qu'on a menée à terme, qui s'est bien finie, même si ces 9 mois ont été... j'ai passé 7 mois en hospitalisation sur les 9 mois, mais malgré tout, cette petite fille est arrivée et en pleine forme. Donc voilà, comment a commencé mon parcours de maman. À 23 ans, on s'interroge beaucoup enfin, en tout cas, moi, je me suis beaucoup interrogée avec cette hospitalisation qui était longue, cet état de santé qui était très critique pour moi. La problématique était moi. Forcément, à un moment donné, ça amène aux médecins beaucoup de questionnements sur notre bébé. Parce que quand nous, on va pas bien, eh bien, notre bébé, à un moment donné, dans notre ventre, tout devient problématique aussi. Cette petite fille, elle devait déjà être très très forte de caractère parce qu'elle s'est accrochée, elle nous a fait quelques frayeurs, mais en tout cas, elle est arrivée à terme avec un super bon poids et j'ai décidé, après tous ces mois d'hospitalisation, d'accoucher par voie basse et d'accoucher sans péridurale. Donc, bah voilà, ça a été compliqué, mais ça a été un super accouchement et on ne regrette rien avec mon mari. Et puis finalement, bah, les choses se sont enchaînées assez rapidement. On a décidé de refaire un autre enfant. Et il s'est avéré qu'un an et demi après, je suis tombée enceinte de jumeaux. Donc, on attendait une petite fille et un petit garçon. Et cette grossesse est de nouveau très mal partie, tout comme la première, avec de nouveau des hospitalisations, de nouveau un état de santé pour moi critique. Donc, quand je dis critique, ça commence par des vomissements. Donc, au début, les médecins nous disent simplement, vous inquiétez pas, ça peut arriver les 3 premiers mois, on peut vomir, mais ça allait au-delà de ça. C'est-à-dire que je vomissais 15 fois par jour. J'avais un problème de salivation qui arrive régulièrement aussi pour les femmes, mais on n'en parle pas. Des pertes de poids très importantes, donc très faibles. Donc on arrive à un moment donné où les médecins nous hospitalisent en service de médecine, hein, très souvent, non pas en service de maternité, parce que pendant les grossesses, c'est compliqué d'être en service de maternité. Et puis, bah, à un moment donné, j'ai bien sûr senti que le travail commençait, sauf que pour le coup, on n'était pas du tout à terme. Et mes petits jumeaux sont nés. Manon et Louis, mais ils sont nés beaucoup trop tôt. Donc Combien de mois? on était à 6 mois de grossesse. Hmm. Donc Manon est né morte-née et Louis a vécu quelques heures, mais il est décédé. Donc, ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, mon mari n'était pas là à ce moment-là avec ma petite fille. Ils étaient partis en vacances chez mes beaux-parents. Donc mon mari a pris la route en catastrophe. Ils étaient à 1 000 bornes de route. Tout ça devait pas se passer, donc c'était normal qu'ils partent en vacances. Enfin, voilà. Donc le retour de mon mari a été très complexe aussi. Pour mon mari, ça a été extrêmement compliqué et je tiens à le dire parce qu'en fait, très souvent, on s'adresse à nous, les femmes,
parce qu'on vit des choses affreuses, compliquées, difficiles, difficiles émotionnellement et difficiles physiquement, parce qu'il y a des choses qui font mal, avec des douleurs réelles. Mais la place des hommes, elle est compliquée là-dedans. Et moi, mon mari, il a pris la route. Il a fait un malaise sur l'autoroute avec ma fille dans la voiture. Il a eu le temps d'appeler les pompiers, mais voilà, il s'est fait prendre en charge par les pompiers. Ma petite fille, qui avait 1 an et demi, s'est fait prendre en charge également par des pompiers. Voilà, tout s'est très bien passé après, mais c'est des moments où émotionnellement, on perd peut-être un petit peu le contrôle. Donc moi, j'ai été admise à la maternité, bien évidemment. Et j'en suis repartie très vite, puisque j'ai Mm. signé une décharge. Les choses ont été pour moi à ce moment-là très compliquées émotionnellement. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. On savait que notre petite fille avait une malformation cardiaque, qui d'ailleurs est la même malformation que ma maman et une malformation similaire à notre fille. Donc les médecins nous avaient prévenus d'une potentielle opération à la naissance de notre petite fille, mais malgré tout, on s'attendait absolument pas à ça. Donc, j'ai décidé de quitter la maternité très rapidement, de signer une décharge et de me sauver de cet endroit. Donc à ce moment-là, t'étais comme dans un choc émotionnel en fait, ou Complètement. qu'est-ce- Ok, tu comprenais Complètement. pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai été pas très gentille avec les, les accompagnants, les médecins, la sage-femme. Et à l'instant T, en tout cas. Après, je m'en suis En tout excusée, cas, mais on fait comme on peut on fait avec comme ce on peut. qu'on est et nos émotions de l'instant. Exactement. Et puis voilà, ben, je suis rentrée chez moi et puis cette grossesse jumellaire s'est arrêtée comme ça. Ça a été extrêmement... Voilà, les mois ont été extrêmement compliqués. Malgré tout, j'ai demandé très rapidement à mon mari de replonger dans un souhait d'avoir un autre enfant. Donc on a essayé. On a essayé. Et puis finalement, j'ai fait une fausse couche à 5 mois de grossesse. Et puis finalement, une deuxième fausse couche, une troisième fausse couche. Et j'ai fait donc 7 fausses couches à la suite de la naissance des jumeaux. Plus le temps passait, moins je tenais mes grossesses. Donc, en fait, mes dernières grossesses, je savais vraiment que j'étais enceinte parce que j'avais un suivi quand même assez important. Et on savait que j'étais enceinte parce qu'on faisait une prise de sang et parce qu'on avait ce suivi-là. Mais sinon, on ne le saurait même pas. Donc, j'ai fait sept Ok. fausses couches. Et comment tu tenais entre dans ce chemin en fait où justement tu perdais ces enfants avec les fausses couches et puis après les jumeaux, qu'est-ce qui fait que tu arrivais quand même à avancer, à rester en vie entre guillemets ou à Alors, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur en fait? déjà, j'avais ma fille. Et ma fille, ça a été mon pilier. Pendant ce temps-là, à cette période-là, j'avais décidé de ne plus travailler. Je m'occupais pleinement de ma fille. C'était compliqué parce que j'avais toujours ce souhait d'enfant, cette envie de continuer, mais malgré tout, moralement, émotionnellement, j'étais atteinte. Je pleurais beaucoup. Alors, j'essayais toujours en public de ne jamais rien montrer, mais je m'étais quand même coupée un petit peu du monde. Et ça, c'était pas moi. Moi, je suis Mm. quelqu'un je pense que tout le monde le dira assez, mais de très joviale, de très souriante. J'ai beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'amis, de famille. Et c'est vrai que je m'étais coupée un petit peu de tout ce monde-là. Mais malgré tout, j'avais toujours espoir qu'on arrive à avoir un autre enfant parce que ma volonté, à ce moment-là, c'était vraiment d'avoir une grande famille, une famille nombreuse. Et donc, c'était ma plus grande volonté et je n'avais pas envie de stopper cette envie et d'arrêter tout ça. Donc, c'était vraiment mon moteur. Ok. Et dans ces moments après toutes ces fausses couches, comment était ton corps? Comment une femme en fait corporellement, physiquement, biologiquement, elle vit tout ça? Ben, c'est extrêmement compliqué parce que je pense que les hormones qui font du va-et-vient dans le corps, et encore là, il n'y avait encore pas d'aide médicale, mais c'est compliqué. J'avais aussi repris, j'ai plutôt tendance à être une femme grande, un petit peu imposante. Tout le poids que j'avais perdu, aussi bien pour ma première grossesse que pour mes jumeaux, bah, je l'avais complètement repris aussi. Physiquement, c'est compliqué. On se sent aussi extrêmement fatigué parce que les fausses couches, par rapport à tout le reste que j'ai vécu, finalement, les fausses couches, pour moi, c'était rien. Mm. Mais malgré tout, quand ça nous arrive, c'est extrêmement perturbant. C'est extrêmement difficile pour une femme. Et qu'on fasse une fausse couche à 1 mois de grossesse ou à 5 mois de grossesse, le côté physique est compliqué, mais le côté mental
est extrêmement compliqué. Parce qu'après, on sait aussi que très souvent, bah, les quelques mois derrière, on ne peut pas recommencer. On est vraiment aussi dans une perte de temps à ce moment-là. Enfin, on a la sensation d'être dans une perte de temps. Et c'est très difficile à gérer. Donc, moi, j'ai fait ces 7 fausses couches. Alors voilà, hein, ça a pris du temps. J'ai fait une grossesse extra-utérine également, où là, j'ai été hospitalisée 3 semaines. Voilà, je ne savais absolument pas à l'époque ce qu'était une grossesse extra-utérine, mais j'étais enceinte et j'ai une trompe qui a éclaté. Et donc, mon ventre s'est rempli de sang à un stade critique pour cette première grossesse extra-utérine. C'est pourquoi j'ai été hospitalisée 3 semaines. En théorie, on ne reste pas 3 semaines hospitalisé pour une grossesse extra-utérine, mais on a fait descendre mon mari au bloc opératoire pour me dire au revoir. C'était un moment très compliqué. J'étais en train de manger chez des amis et les douleurs sont arrivées. Elles étaient déjà là depuis quelques temps. Et à ce moment-là, les douleurs sont arrivées. On a dû faire appel au SAMU et aux pompiers. Et ça a été un moment très perturbant pour moi, très perturbant pour les soignants aussi, parce qu'ils ne savaient pas spécialement ce qui se passait, parce que vu qu'on était dans un process de grossesse, ils ne pensaient pas que finalement il y avait une grossesse qui était là et déjà avancée à ce stade-là. Donc voilà, ça a été... Donc après tout ça, j'ai vu une psy qui est venue de la part des médecins à l'hôpital, ce qui était donc obligatoire. Et cette dame m'a fait comprendre que le parcours de maternité pour moi, à partir de maintenant, serait certainement très compliqué. Et je n'ai absolument pas voulu l'entendre. Je n'étais Ok. absolument pas prête à entendre ça. Hmm. Le désir d'enfanter et de maternité était plus fort que ce qu'on Plus pouvait te dire, fort, en fait. plus Hmm. fort que tout. Cette envie de famille nombreuse, cette Hmm. envie de 3, 4 enfants, vraiment que je désirais au fond de moi, était plus forte que tout. Hmm. On a été orienté vers des professionnels qui pouvaient nous aider peut-être à faire les choses différemment, donc à passer des examens de santé, à passer des cariotypes, voilà. Alors c'est pareil, moi je rentrais dans un univers que je ne connaissais absolument pas. Donc, mon mari m'a suivi. Il a vraiment été, il aurait tout arrêté lui à ce moment-là parce que je pense qu'il a eu Hmm. beaucoup de crainte aussi pour moi. Mais voilà, il a suivi ma démarche, même si des fois il n'était pas toujours en accord. Mais il m'a dit, OK, on va aller au bout, on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Donc, c'est comme ça qu'on s'est orienté vers les inséminations dans un premier temps. On a été suivis, voilà, tout s'est bien passé. Malheureusement, les inséminations n'ont pas fonctionné. Et suite à ça, on a été orienté vers la PMA. Ok. Donc là, on a fait des FIV. À l'époque, donc nous, on habite dans le secteur d'Annecy. À l'époque, il n'y avait pas de centre et de gynécologue qui suivaient les FIV sur Annecy. Donc, nous, on a été orientés à Grenoble avec un très bon suivi. Bon, rien de particulier, hormis le fait qu'on nous disait quand même toujours, vous avez beaucoup de chance, vous avez déjà une fille. Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici qui n'ont pas d'enfants. Effectivement, on avait beaucoup de chance, on avait notre fille. Ça ne nous suffisait pas, et moi, ça ne me suffisait pas. Donc, on a procédé aux FIV qui ont pris du temps parce que pareil, on refait plein d'examens de santé, plein de prises de sang, plein de choses. Donc là, c'est beaucoup d'hormones qu'on nous injecte, les inséminations aussi. On nous donne des horaires, des jours quand il faut faire les choses, quand il faut avoir un rapport sexuel. C'est compliqué dans une vie de couple, tout ça. Hmm. Hmm. Mais on l'a fait. Et puis, bah, nos premières FIV ont été un échec. Les embryons ne se sont pas accrochés. Et puis, notre dernière FIV a fonctionné Ok. très rapidement. Bah, tout a fonctionné. J'étais donc enceinte. Ok. Et très rapidement, mon corps m'a lâché. Donc, j'ai été hospitalisée de suite. Ok. Là, ça a été extrêmement compliqué parce que quand on fait une FIV, on sait très rapidement qu'on est enceinte. Et en fait, mon hospitalisation a dû tomber à 1 mois et demi de grossesse. Ok. Je suis restée hospitalisée jusqu'à 7 mois et demi de grossesse dans un service de médecine où mon corps, vraiment, c'était la première fois que j'avais ces sensations où mon corps me lâchait. Je n'étais Hmm. plus apte à m'asseoir. Bien sûr, je ne pouvais plus me mettre debout. Je ne pouvais plus me laver toute seule. J'étais perfusée entre mes bras et mes pieds parce que quand on peut plus prendre les veines aux bras ou aux mains, on perfuse au niveau des pieds. Voilà, avec des examens de santé à chaque fois très poussés aussi pour le bébé. On s'inquiétait plus du coup de la santé du bébé, même si moi, mon état de santé était très mauvaise, mais on avait constaté que sur les grossesses, finalement, dès qu'il y avait un accouchement, mon état de santé reprenait le dessus. Donc, Oui. Oui. sauf que ben, pour cette grossesse, j'ai quand même perdu 30 kilos. Ok. Donc, les médecins voilà, se sont inquiétés. Et puis surtout, on a commencé à voir au bout de quelques mois que mon bébé ne grossissait plus.
Mhm. Donc, j'ai eu des autorisations de sortie à la maison. J'étais en hospitalisation à domicile, donc j'avais des infirmières qui passaient entre 5 et 7 fois par jour et par nuit, enfin étalées sur les 24 heures. Ok, oui, comme ça, tu étais quand même avec ta fille, en fait. Oui, mais ça ne durait pas longtemps. Généralement, je rentrais à mon domicile, on espérait une semaine, 15 jours. En théorie, souvent, je restais 3, 4 jours et je repartais en hospitalisation très rapidement. Ok. En plus, mon mari, c'était une période où il travaillait beaucoup. Donc, c'était mon papa et ma maman qui prenaient beaucoup ma fille. Mhm. Donc, ils habitent à 2 heures de chez nous. Et donc, quand je rentrais en hospitalisation à domicile, j'avais tendance à rentrer en hospitalisation à domicile à leur domicile. Ok. Voilà. Pour mon mari, c'était aussi non seulement il travaillait beaucoup, mais en plus, il avait beaucoup de difficultés à me voir dans cet état de santé. Là, il commençait à me demander pourquoi on était en train de faire cette dernière démarche de FIV. Il commençait à avoir très peur et il me le manifestait. Et Donc, toi, tu étais en capacité d'entendre ou pas à l'époque? je l'écoutais parce que il fallait que je l'écoute et que je l'entende. Mhm. C'était aussi sa bouée de sauvetage de sortir tout ça. C'était des Mhm. fois pas très joliment dit, mais il fallait qu'il sorte tout ça. Presque à un moment donné, il m'en voulait d'avoir accepté de faire ce dernier protocole de FIV. Je l'écoutais. Je l'ai jamais. Je lui ai toujours dit, on va aller jusqu'au bout, ça va fonctionner, on s'accroche. Je lui disais comme je le pouvais, mais et j'y croyais beaucoup. Et les médecins, ils croyaient, ils étaient à fond avec nous parce que pour eux, c'était aussi impensable à ce moment-là de possiblement reperdre un enfant. Ok. Et puis, bon, bah, voilà, j'ai fait des allers-retours comme ça entre enfin, la clinique générale exactement et l'hospitalisation à domicile. Et puis, le 3 septembre 2015, mon gynécologue me dit, Coralie, on va te faire sortir de l'hôpital. Demain, c'est la rentrée scolaire des enfants. Ma fille rentrait en grande section de maternelle. Elle avait 5 ans. Et il me dit, tu fais la rentrée scolaire. Et ensuite, tu viens à la maternité, on t'attend, on provoque l'accouchement. Mon état était devenu vraiment critique. Et ensuite, tout était organisé. Le bébé partait à Lyon avec son papa, possiblement en hélicoptère, suivant l'état de santé de notre enfant. On nous avait proposé d'aller accoucher à Lyon. J'ai refusé parce que mon gynécologue était à la clinique générale d'Annecy et que j'avais un relationnel et un contact avec lui, que je lui faisais confiance, que je lui fais toujours confiance. Et t'étais à Et combien de mois de grossesse, du coup, à ce moment-là? donc là, j'étais à pas tout à fait 7 mois de grossesse. Ok. Ok. 7 mois moins une semaine, me semble-t-il. J'avoue que c'est des choses, par moments, j'ai un petit peu perdu le fil parce que on n'est pas dans cette Mhm. euphorie de mois, de semaines de C'est grossesse. ça. J'étais tellement. Et donc, voilà, donc il m'explique tout ça, très bien. Je rentre à la maison. Donc, en fait, il s'écoule 24 heures d'hospitalisation à domicile. Donc, les infirmières passent jour et nuit. Et dans la nuit, donc elles avaient l'habitude de rentrer dans mon appartement à l'époque, de venir s'agenouiller à mon lit. Et donc moi, je dormais, hein, je ne me levais pas, je ne pouvais plus me lever. Et elles venaient et leur dernier passage a été vers 5 heures du matin. Et j'étais réveillée. Et donc on discute un petit peu. Mon mari dormait à côté de moi. Ça peut paraître dingue, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et elle était assise au bord de mon lit. Et du coup, on prend le temps de discuter. Et elle me dit, comment tu te sens, Coralie? Est-ce que ça va aller? Et je pleurais. Je pleurais et je lui dis, je n'en peux plus. Je pense que je vais mourir. Et j'avais déjà dit la veille à mon gynécologue que là, j'avais la sensation que mon corps partait. Mais je ne voulais pas le Mhm. dire devant mon mari Eh oui. parce que lui était très inquiet de ça. Mhm. Et donc là, j'ai une petite conversation avec cette infirmière assise au bord de mon lit, moi couchée, qui change ma perfusion. À ce moment-là, j'avais une perfusion et au bras et aux pieds, donc il me change mes deux perfusions. Et je lui dis vivement que le jour se lève. Il faut que je parte à la maternité. Je sens que mon corps me lâche. Je ne veux plus m'endormir. J'ai mal au ventre. Je lui dis. Elle me dit, mais crois-tu que tu as des contractions? Je lui dis, bien sûr que non, j'ai pas de contractions, mais j'ai mal au ventre. Bon, elle me dit, ça va, tu vas t'accrocher. Je dis, oui, oui, je m'accroche. Je vais bientôt réveiller ma petite fille. J'attendais 7 heures du matin et puis voilà. Et puis à 6 heures du matin, les douleurs dans mon ventre étaient beaucoup trop intenses. Donc je rampe comme je peux jusqu'à ma salle de bain sans réveiller mon mari.
j'essaye d'allumer ma douche et je me dis, OK, il faut que je me prenne une douche, ça va me faire du bien. Et j'étais incapable de me mettre debout, hein. Et je m'assois dans ma douche et puis là, je comprends. Je comprends que le travail est en route. Donc j'appelle mon mari. J'essaye de le faire discrètement parce que donc on était encore dans un appartement et ma fille avait sa chambre de l'autre côté de la salle de bain. Donc j'essaye de le faire discrètement. J'appelle mon mari, il m'entend bien sûr, il vient. Je lui dis, il faut que tu appelles tout de suite les pompiers. Ça y est, c'est parti. Je suis en train d'accoucher. Il me dit, c'est pas possible, Coralie, on déclenche l'accouchement dans quelques heures. Je lui dis, je suis en train d'accoucher. Et effectivement, donc j'accouche dans ma salle de bain avec l'aide de mon mari, puisque les pompiers ne sont pas arrivés à temps. C'est mon mari qui m'accouche. Mm. Avec une petite fille de 5 ans, Mm. qui se réveille, hein. On peut faire comme on veut, Mm. mais qui se réveille et qui nous aide à accoucher, son petit frère. Donc voilà, mon mari fait tout son possible. Il est exténué, je pense, de soulagé que ça se passe, en fait. En fait, c'est ça. Soulagé que l'accouchement se fasse parce que c'est vrai qu'à lui, je lui disais vraiment rien, mais moi, je sentais que c'était la fin pour moi. Et puis, bien sûr, notre petit garçon naît à 7, donc on était à quasiment à 7 mois de grossesse. Notre petit garçon faisait 759 grammes. Les secours arrivent. Alors, pour la petite histoire, quand les secours arrivent, quand les pompiers arrivent, c'est écrit sur leur petit bip, accouchement à la maison, hein. Il n'y a pas de détails. Donc, quand le premier passe la porte de la salle de bain, le premier pompier s'évanouit parce qu'il voit une salle de bain remplie de sang. Un Mm. bébé rattaché encore à moi avec le cordon. Un bébé qui est décédé. Mm. Une femme quelque part soulagée. Je ne peux pas mentir, soulagée pour moi, pour mon physique. Je croyais vraiment mourir, mais complètement démunie, en train de pleurer. Un mari qui essaye de sauver la situation comme il peut. Et une petite fille de 5 ans au milieu de tout ça qui a vécu un accouchement avec nous. Donc ce pompier tombe, donc il faut déjà commencer par sortir ce pompier de la salle de bain pour pouvoir ensuite venir me faire des soins, mais c'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est mon petit garçon. Donc je leur dis, je vais bien, occupez-vous de mon petit garçon et surtout réanimez-le. Mm. Je savais que c'était pas possible de le réanimer, je n'étais Mm. pas folle, mais quand même, essayez, je vous en supplie. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé. Nous, on est restés dans la salle de bain avec ma petite fille. Entre-temps, on avait quand même contacté la voisine, tout ça, qui était en train de chercher notre petite fille Maïna, mais voilà, notre petite fille avait aussi des difficultés à quitter notre appartement parce qu'elle me laissait dans des situations, voilà. Mais on a essayé. La voisine est arrivée, elle s'en est super bien occupée. Elle lui a raconté des trucs super rigolos. Elle l'a emmenée à l'école avec sa fille à elle. Voilà, c'était des amis. Et puis nous, bah, moi, je me retrouve dans cette salle de bain. J'entends beaucoup de choses qui se passent dans le salon. Mon mari est dans le salon, hein. Mon mari connaissait tous les pompiers présents ainsi que le médecin légiste qui est arrivé sur place parce qu'il fait une profession où il côtoie tout ce monde. Et puis voilà, ils m'ont emmené ensuite, moi, à la maternité, faire le point. J'ai été opérée dans la journée. Mm. Et bien évidemment, notre petit garçon Marius est décédé le 4 septembre 2015, le jour de sa naissance. Ok. Encore une Euh, épreuve, encore une épreuve, un décès d'enfant. un décès d'enfant, une Mm. épreuve. Et celle-ci, je savais. Je savais que la grossesse était compliquée. Je savais que mon petit garçon était petit dans mon ventre. Mm. Tout ça, je le savais et j'en étais consciente. Mais à aucun moment, je pensais qu'on pouvait le revivre. Ouais. Je, Ok. je- je n'y croyais pas. Pour moi, ça a été... je me suis réellement dit comment je vais faire pour remonter cette épreuve. Mm. Euh, Ouais, en effet. Après tout ce que tu avais déjà vécu, ce que vous exact- aviez vécu, exactement. ce que ton corps Et a vécu. ouais, c'était... et puis, donc Marius est né le 4 septembre 2015 dans notre appartement, jour de l'anniversaire de son papa qui m'a accouchée. Mon mari fêtait Wow. son anniversaire le 4 septembre. Le jour de la rentrée scolaire de notre fille en grande section de maternelle. Tout ça paraît dingue. Aujourd'hui, Mm. quand on en parle, on en parle beaucoup, c'est notre vie, c'est nos enfants, on ne les oublie pas. On n'a aucune envie de les oublier, donc
Aujourd'hui, on arrive à parler de tout ça. Les gens nous disent, mais c'est pas possible. Mais si, c'est notre histoire, c'est possible et c'est toute la vérité de cette histoire-là. Et quand on est arrivé, moi je suis arrivée bien sûr avec les secours à la maternité, donc mon gynécologue était là, il m'attendait, il m'a opéré en urgence. Et quand je suis remontée dans ma chambre, c'était complètement lunaire parce que le portable de mon mari faisait que sonner. Ma maman a pris la route et est descendue à mon chevet. Et mon mari, au téléphone, disait Coralie a accouché, Coralie a accouché. Mais il n'avait pas le temps de finir ses phrases. Donc lui, il avait une euphorie, puisque son portable ne faisait que sonner parce que les copains appelaient pour son anniversaire. Eh oui, Et lui disait Coralie a accouché. Mais en eh oui. fait, la fin de l'histoire, il ne l'avait pas. Mm. Coralie a accouché. Mais notre petit garçon est décédé. Waouh. Mm. Et Voilà. comment Donc, tu... Donc après, j'imagine que tu es resté quelques jours à l'hôpital. non, Qu'est-ce qui... Non, j'ai ah, décidé de repartir le soir aussi. même. Quand mon gynécologue m'a opérée, puisque le placenta n'était pas descendu, Mm. il m'a opérée, je suis restée toute... Il faut savoir que tout ça, ça a commencé à 5 heures du matin avec l'infirmière. J'ai accouché à 6 heures du Mm. matin, donc après, tout s'est passé très rapidement. Ok, les médecins sont restés 45 minutes, je pense, approximativement chez nous, le temps de réanimer notre petit garçon, le temps de voilà, que moi je sois emmenée dans des circonstances compliquées. Je pense pas, j'ai perdu connaissance à plusieurs reprises, mais c'était le choc émotionnel, Oui. c'était rien d'autre. Donc en fait, on est arrivé à la maternité relativement de bonne heure finalement. Donc Mm. j'ai eu le temps d'être opérée, j'ai eu le temps de remonter dans ma chambre, j'ai eu le temps de voir le médecin, j'ai eu le temps de voir la responsable de la maternité pour mettre en place la sépulture de mon petit garçon, j'ai eu le temps de voir la psychologue de la maternité, j'ai eu le Mm. temps de signer ma décharge et de repartir chez moi le soir et de retrouver ma fille. Et dans quel état tu étais à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Et Alors, puis, quelles sont... qu'est-ce que tu as pris comme décision après? je pense que le jour J, donc ce 4 septembre 2015, quand je rentre chez moi, je suis... D'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur le compte-rendu de mon opération et c'est ce qui me déplaît fortement aujourd'hui, mais il n'empêche qu'à l'instant T, c'était vrai. Je- j'avais, j'étais soulagée. C'est Mm. affreux, mais j'étais soulagée. En fait, je pense que je me serrais les lèvres, Mm. si j'avais pu me manger le poing, je l'aurais fait. Mais je ne disais à personne à quel point, et je le ressens là quand j'en parle, je ne disais à personne à quel point je croyais mourir. Je Mm. pense que cette grossesse, je ne l'aurais jamais tenue jusqu'au bout. Mon corps partait. Je ne Mm. mettais même plus une goutte d'eau dans ma bouche. J'avais une sursalivation. J'avais perdu 30 kilos. Et c'est un état extrême qui s'appelle euh, l'hyperémèse gravitique. Mm. Il n'y a, à l'époque, on ne savait pas que c'était ça. Aujourd'hui, il y a des traitements à l'étranger qui coûtent une fortune pour essayer de combattre cette maladie. Et moi, je suis atteinte de cette maladie et c'est ce qui a provoqué toutes ces problématiques de grossesse. Waouh. Donc, tu en es arrivé à cette conclusion-là, en fait, après tout ce parcours. C'est Après tout, tu as une maladie, en fait, qui oui, a engendré. oui, après tout ce parcours, on est allé, on a eu un suivi et j'ai eu un suivi en service infectiologie. Donc, on a poussé des examens parce que une fois que la sépulture de mon petit garçon était faite et qu'on l'a enterré, j'ai eu besoin de Eh comprendre ce qui oui. m'arrivait. Quelque part, c'était pas normal qu'une femme de 29 ans ait perdu 3 enfants et eu cette fausse couche, une grossesse extra-utérine. Pour moi, il y avait forcément quelque chose qui déconnait quelque part. Il fallait juste essayer de comprendre. Et là, j'avais réellement besoin de comprendre. Mm. Parce que quand on réagit, quand on prend conscience qu'il s'est passé tout ça, c'est-à-dire le lendemain ou le surlendemain, j'ai été prise de tristesse, bien sûr, de colère. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'être en colère. Et cette colère, elle m'a hantée pendant un certain temps. Et le problème, c'est que cette colère, elle a même
traverser, traverser des murs, traverser. J'ai eu une colère contre certaines personnes, contre des gens que je connaissais, contre des gens que je connaissais pas, contre une femme enceinte que je croisais dans la rue, contre mes amis. On allait avoir 30 ans l'année d'après, toutes, moi et mes amis, mes copines d'enfance, qui allaient toutes faire des enfants, qui, elles, n'avaient pas encore d'enfants. Moi, j'avais eu une petite fille relativement jeune, mais elles étaient en train de m'annoncer, Coco, on va commencer à faire des enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'étais en train de vivre mon deuil, et c'était terrible, terrible. Mm. Donc, il y a eu cette colère. Et qu'est-ce qui fait qu'après, donc on est en 2015, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à te reconstruire? Ou peut-être à ce moment-là, tu as fermé la porte de la maternité, je sais pas, tu vas nous Non. dire. Non, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Avant de quitter la maternité, ce fameux 4 septembre 2015, on a eu tout le corps médical autour de nous qui est venu nous voir, qui est venu pleurer avec nous, mais qui est venu nous féliciter de notre parcours, nous féliciter de notre courage. À ce moment-là, avec tout ce corps médical dans la chambre de la maternité, mon mari m'a pris ma main, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je t'en supplie, ma chérie, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas tomber en dépression et c'est de continuer cette vie qui sera certainement différente, mais de la continuer. On a une petite fille qui nous attend à la maison et d'avancer, 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 de toujours essayer de trouver ce tout petit point positif dans possiblement cette immensité de choses négatives qui à ce moment-là nous touchaient. Et je, je lui ai répondu en lui disant, je ne tomberai pas en dépression. Je te dis pas que je n'aurai pas des moments où je vais pleurer. Je ne vais pas tomber en dépression. Et je vais continuer, je vais avancer, je vais me battre. Et je vais comprendre. Je vais essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Pour moi, c'était vraiment un besoin. Il m'a dit OK. Et il m'a dit, par contre, je te préviens, on a une petite fille. Et notre fille, notre vie se fera avec cette petite fille et on sera tous les trois. Et là, je lui ai dit quand même, on verra. Tu la trouves où, cette force de battante que tu portes? C'est incroyable, cette force-là Bah, de femme qui se bat. C'est vraiment la guerrière, quoi. On sent ouais. le... Bah, je sais pas. Je pense que ma maman est une guerrière. Mes parents sont des guerriers, je pense déjà. Ma maman est une guerrière et je crois que je tiens beaucoup de choses de ma mère. Hmm. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un de très positif, je crois. C'est vrai que je suis assez quelqu'un, oui, je suis quelqu'un de jovial. Je vois toujours des choses positives un peu partout autour de moi. Et je me suis dit, OK, ouais, c'était ta vie, hein, c'était ton destin. Une fois, j'ai quand même dit à ma maman, putain, si tu m'avais dit que c'était ça d'être femme, je suis pas sûre que j'aurais passé le cap. Mais bon, le cap, il est fait. Aujourd'hui, c'est notre vie. Et à un moment donné, on fait quoi? Soit on décide de mettre notre fille dans la voiture et d'aller, je sais pas, hein, de foncer dans un arbre, de rater un virage et d'arriver dans le lac d'Annecy et de couler au fond du lac. J'y ai pensé, hein. Bien sûr que j'y ai pensé. Ou d'essayer d'avancer et de faire qu'en sorte que notre vie soit belle. On a des gens autour de nous qui nous aiment, on a des amis, on a de la famille, on a des gens merveilleux. Je pense que les gens merveilleux autour de nous, même si des fois j'ai été un petit peu désagréable, je pense que ces gens-là ont eu une force envers nous extraordinaire. Et quand je dis ces gens-là, c'est, bon, moi, c'est mes parents, c'est une certitude, mes beaux-parents, mes frères et sœurs, mes amis, mais vraiment mes amis aujourd'hui qui font partie de notre vie en permanence. Et cette force, on vient la puiser là. Et puis j'avais quand même un petit bout de chou à la maison de 5 ans, certes. Il fallait que je sois forte. Il fallait qu'on soit fort pour elle. Hmm. Parce que quand on vit des choses comme ça, des drames comme celui-ci, eh bien, s'il y a un impact pour nos enfants, et, et j'ai très vite compris que, il fallait que moi j'avance parce qu'en plus, j'ai très vite compris que ma petite fille était en train de sombrer.
Ah, waouh. Ah oui, alors là, c'est encore une autre histoire. Donc, nous sommes tombés dans quelque chose de très complexe à vivre pendant quelques années après le décès de Marius Hmm. avec notre fille. Mais en même temps, ayant vécu ce qu'elle a vécu, ben tout ça s'expliquait, son comportement s'expliquait. Hmm. Et moi, j'ai décidé de ne jamais lâcher ma fille, donc de tout faire pour elle. Ok. Donc cette force-là, ben, je l'ai cherchée comme ça, je l'ai aussi beaucoup cherchée différemment, hein. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la nature, j'aime le sport. Je suis allée puiser, me mettre en défi personnel avec le sport. Ça m'a beaucoup apporté. Alors, à ma façon, hein, ça ne veut pas dire que je fais des exploits sportifs tous les jours, attention. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, le sport fait partie de ma vie. Je vais tous les jours au sport. C'est ma façon à moi de me libérer ma tête, de libérer mon corps, parce Hmm. que mon corps a encore énormément de séquelles, Oui, oui, ça c'est sûr. Cicatrice. mes cicatrices. Et donc, entre le décès de Marius et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce que cette porte finalement de la maternité, elle est encore ouverte? Elle est fermée? Alors, après Marius, elle n'était pas du tout fermée pour moi. Ouais. Alors, pour vous raconter très rapidement, j'ai très vite demandé à mon mari Alors, en fait, après la naissance de Marius, j'ai fait un contrôle gynécologique. Il s'est avéré que mon papillomavirus avait flambé. Donc, on m'a opéré le 16 octobre 2015 d'une conisation, donc d'un début de cancer de l'utérus, qui a suivi d'une toute petite chimio médicamenteuse qui a très bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, mon gynécologue m'a repris en charge, m'a opéré. Il voulait m'enlever l'utérus. Je lui ai juste demandé, supplié. J'avais donc 29 ans de ne pas m'enlever mon utérus. Ça veut bien dire que pour moi, la démarche de ne plus avoir d'enfant n'était encore absolument pas là. Il a accepté, il m'a dit très bien, j'accepte, je vais te laisser ton utérus. En revanche, tu vas avoir un suivi de dingue. Donc, j'ai eu un suivi de dingue tous les 3 mois, voilà. Et j'ai eu donc cette opération. Et puis ensuite, ensuite on a continué notre petite vie du mieux que possible. Et puis très rapidement, j'ai demandé à mon mari de faire un dossier d'adoption, d'adopter un enfant, possiblement d'un enfant de bébé jusqu'à l'âge de notre fille. On a commencé les démarches, et puis finalement, on a arrêté les démarches assez rapidement suite à un rendez-vous qu'on a eu avec une professionnelle de l'adoption, parce qu'on ne nous garantissait absolument pas d'avoir un enfant, que finalement, maintenant, les agréments étaient de 7 à 8 ans et non plus de 4 ans, Ok. et que on était, nous, déjà, entre le moment où on a eu notre petite fille et le moment où tout ça s'est écoulé. Moi j'ai été 5 ans dans le désarroi, c'est 5 ans dans l'attente, 5 ans dans l'espérance. Ne jamais prendre un billet d'avion parce que, bah non, si le mois prochain je suis enceinte, ne jamais, j'étais tout le temps là-dedans, c'était ma volonté. Et là, si on repartait dans un dossier d'adoption, mon mari m'a regardé, il m'a dit, Coralie, tu vas encore être dans l'espérance. Et pour peut-être, là on était dans le négatif, mais du coup pour peut-être ne jamais avoir d'enfant. À l'instant T, je me suis dit, OK, tu as raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'adoption, ce n'est pas simple. Donc, on a finalement refermé ce dossier assez rapidement. Et puis, les années se sont passées. Je n'ai jamais plus pris de contraception de ma vie, du coup, puisque après la grossesse extra-utérine, j'avais aussi été opérée à plusieurs reprises. Donc, il m'avait déjà enlevé une trompe, un ovaire. Bon, voilà, hein, tout ça, c'était le cursus classique quand on a ce genre de chirurgie. Mais l'envie d'avoir un enfant, pour moi, était toujours hyper présente. Mais vraiment, des fois, j'avais l'impression de ne vivre que pour ça, quoi. Hmm. Et pour être tout à fait honnête, ça doit faire, je pense, 3 ans que j'avais réellement accepté la situation. Ok. On avait aussi un peu vieilli. Mon mari a 10 ans de plus que moi, donc à un moment donné, il faut aussi être, voilà, se rendre compte de certaines choses. Notre fille a grandi. Bon, on a une adolescente à la maison, donc voilà, les choses font que ça y est, l'acceptation était enfin là. Ok. Et le 12 mai 2025, je me suis effondrée un matin à la salle de sport. Il était 9 heures. Effondrée au sol. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Très vite, j'ai senti qu'une douleur était
très, très importante. J'ai tout de suite senti qu'elle était localisée au niveau de mon utérus. Mm. J'ai donc demandé d'appeler les pompiers et le SAMU. Mon mari est arrivé en catastrophe. Et très vite, on m'a dit aux pompiers qu'il fallait m'arrêter le plus rapidement possible à la clinique générale, qu'il y avait un dossier gynécologique, tout mon dossier gynécologique, Mm. et que j'étais en train de faire une hémorragie interne. Et les Ok. pompiers nous ont d'ailleurs un petit peu rigolé au nez en disant, attendez, vous n'êtes pas médecin, je n'ai aucun autre problème de santé. Et je savais, et mon mari le savait avant moi même, qu'il se passait quelque chose. Mm. Donc j'ai été admise à la clinique générale. On a eu le temps quand même de me faire une prise de sang et une échographie. On m'a monté au service maternité. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, puisque ce n'était plus d'actualité. Mm. Et on m'a annoncé que j'étais enceinte de 4 mois passés et que j'étais en train de faire une grossesse extra-utérine. Oh, wow, encore. Ok. 10 ans, presque jour pour jour, Mm. avec la naissance de notre petit garçon Marius et son Mm. décès. Mm. C'était en 2015 et j'ai fait ma grossesse extra-utérine en 2025. Donc 10 10 ans ans, après. 10 ans, c'est fou la vie. Donc là, moi, je suis tombée de haut, bref, opérée bien évidemment en urgence. Donc ça faisait quelques chirurgies que j'avais subies, hein, quelques fois qu'on m'avait ouvert le ventre, ouvert le nombril, parce que des fois, on essaye de faire les choses au niveau interne, au niveau utérin, et des fois, ça ne fonctionne pas. Donc là, encore une fois, on m'ouvrait le ventre. Mais ce qui a été très compliqué, ça a été l'annonce de cette grossesse, donc à mes 39 ans, et le fait que cette grossesse, bah, encore une fois, comme quoi, n'avait pas, ne tenait pas et qu'elle se transformait en grossesse extra-utérine et qu'on s'y attendait pas quelque part parce qu'on n'était plus là-dedans, parce que voilà. Mm. Et là, tu avais déjà conscience de cette maladie. Donc Oui, alors, Oui. bien sûr, entre-temps, on avait fait tout ce cursus médical pour moi Mm. en service infectiologie, donc avec cette maladie qui s'est avérée être présente au stade le plus important de la femme chez moi. Mm. Donc cette maladie se déclenche que lorsque le corps de la femme reçoit des hormones intenses et donc est enceinte. Donc Mm. aujourd'hui, cette maladie, dans mon quotidien, ne me fait absolument pas souffrir. Mm. Parallèlement à ça, ils ont vu également que j'avais un dérèglement du pancréas Mm. qui aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, me fait absolument pas souffrir non plus. Je devrais avoir un traitement, mais du coup, je ne le prends pas parce que je n'en ai pas besoin. Mais par contre, ce dérèglement du pancréas ne s'aligne pas avec les hormones de grossesse. Mm. Donc, j'ai cette hyperémèse gravitique qui est un stade déjà très, très important pour une femme, mais en plus, j'ai ce dérèglement du pancréas qui vient créer quelque chose au niveau de mon corps au moment où il y a ces hormones de grossesse et qui provoque dans un premier temps un souci de santé pour la maman. Mm. Les bébés pourraient aller très bien. Mm. Le problème, c'est que tout ça provoque euh, une santé qui se dérègle très, très rapidement, puisque moi, on l'a bien vu que pour Marius, dès 1 mois de grossesse, on m'hospitalisait déjà avec des perfusions partout, une perte de poids, enfin, des choses que je n'ai jamais vécues de ma vie, tout ça, et qui donc enfin, ça, c'est les mots des médecins, hein, nous font mourir à petit feu. Donc finalement, on surveille beaucoup plus la santé de la maman Mm. avant la santé du bébé. Mais Mm. forcément, si notre santé dépérit vraiment, à un moment donné, notre bébé est obligatoirement impacté. Mm. C'est pour ça qu'on essaye, avec cette maladie, de provoquer les accouchements et dès que le bébé est bien formé, dès qu'on sait qu'il est viable, on essaye de provoquer les accouchements pour pouvoir avoir des bébés viables, pas trop impactés par la santé physique de leur maman. Mm. Donc, ce qui veut dire que ta fille est une miraculée, en fait. Ma fille est une miraculée. Mm. Ce bébé, Mm. c'est pour ça quand je parle de ma fille, quand je suis avec ma fille, j'ai une émotion.
Mm. Mais ma fille, j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir ma fille. Ce bébé devait pas être là. Aujourd'hui, c'est une jeune fille, elle a 15 ans et c'est ma plus belle réussite. Mm. Je comprends. Du coup, aujourd'hui, on est en avril 2026. Comment, j'ai envie de dire, quelle femme tu es, quelle mère tu es, avec tout ce parcours? Alors, en tant que maman, je suis passée par plein de positionnements vis-à-vis de ma fille. J'ai eu des périodes, des craintes en permanence pour ma fille. Donc, j'ai été une maman très sur son dos. J'ai fait partie de ces mamans qui appelaient 5 à 6 fois l'école par jour pour savoir si ma fille allait bien. Mais voilà, j'ai avancé, je me suis fait aider aussi pour tout ça. Et puis, il fallait que je lâche parce que quand nos enfants rentrent dans l'adolescence, ils ont besoin un petit peu de liberté. Donc aujourd'hui, ben, je ne sais pas comment je suis en tant que maman. J'espère juste que je suis une maman. J'essaye d'être une maman. J'aime ma fille. J'essaye d'être une maman cool. J'essaye de comprendre ma fille. J'essaye de lui laisser de la liberté. C'est ce qui est le plus difficile pour moi. Ok. Après, elle aura son chemin, son chemin. Je l'accompagne dans tout ce qu'elle fait, que ce soit sportif, école, voilà. Hmm. Et quelle femme tu es? Quelle femme je suis? Eh bien, je suis, euh, je suis très attirée par le positif, Hmm. partout où il est. J'ai des moments difficiles, je ne vais pas le cacher. En fait, je passe beaucoup de temps à travailler. Je suis passionnée par mon métier, donc je travaille beaucoup. Je passe beaucoup de temps avec ma fille, donc voilà, tout le temps que je peux passer avec elle, je le fais. J'essaye de passer tout le temps qu'on peut quand on y arrive avec mon mari, parce qu'il a aussi un travail très prenant. Et après, j'ai mes moments à moi, qui sont principalement la nuit. Et ce temps-là, il est là pour Manon, Louis et Marius. Donc, je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Je suis devenue complètement insomniaque. Hmm. Chose que je n'étais pas, enfin, je ne l'étais absolument pas avant, comme quoi, voilà, on change. Et c'est mes façons à moi de penser à mes enfants, de rêver de mes enfants. Voilà, de prendre des fois certains petits objets pour avoir l'odeur, Hmm. des doudous, des tétines. Et puis, bien sûr, ben, nos enfants sont au Carré des Anges. Donc, d'aller au Carré des Anges quand on en a l'envie, déposer une fleur, un dessin, n'importe quoi. Hmm. Et ça fait partie de moi. Ma volonté, vraiment, elle est de ne jamais oublier notre parcours, parce que c'est aussi le parcours de mon mari, c'est aussi celui de ma Oui, fille, mais ce n'est pas que mon parcours. C'est mon c'est parcours, sûr. c'est vraiment le parcours de mon couple, de moi, de Hmm. mon mari, et le parcours de ma fille. C'est l'histoire de ma fille. Hmm. C'est le parcours de toute une famille C'est finalement. le parcours de toute une famille. Et le Hmm. plus beau cadeau, c'est que en 2019, on a pris la décision enfin, j'ai surtout pris la décision qu'on se marie. Et cette décision, bien sûr que c'est une décision d'amour, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui notre couple existe toujours. Un sacré challenge avec Et ces oui, épreuves, comment maintenir exactement, le couple et l'amour et le lien et ouais, exactement. c'est sacrée épreuve du couple, hein. C'est une sacrée épreuve, mais bien sûr qu'on s'est mariés pour l'amour. Mais mon mari l'a aussi entendu et s'il était là, il pourrait rigoler et il dirait plein de... Mais pour moi, c'était important aussi de porter le même nom que mes enfants. Hmm. Bien sûr. Et aujourd'hui, je porte le même nom que mes enfants. Je n'ai plus qu'un nom, c'est mon nom marital. Et j'en suis très fière et très honorée. Et c'est aussi une façon de ne pas les oublier. Hmm. Ok, on arrive du coup là à la fin de cette interview. Est-ce que tu as peut-être avec déjà enfin, cette richesse d'expérience de vie, est-ce que tu as quelque chose en clôture à partager, quelque chose que tu aimerais dire aux femmes qui vivent aussi ces pertes d'enfants, qui ont peut-être cette maladie aussi, qui font des parcours PMA, peu importe. Il s'agit toujours de comment la femme comment elle enfante en fait, parce qu'on est né pour enfanter en fait, on est né pour enfanter des projets, des enfants, des choses.
et parfois, ça se passe pas comme on veut, en fait, parce que la vie, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qu'on on sait pas. Voilà, il y a une inconnue dans cette histoire. C'est, tu vois, je voulais intituler ton épisode La maternité, le parcours de l'extrême. Il y a quelque chose d'autre qui me vient, c'est plutôt cette maternité entre la vie et la mort. Et c'est aussi ce qui se vit quand on met au monde un enfant, peu importe. C'est ça, c'est un espace dans l'enfantement où il y a toujours cet inconnu, cette grande inconnue de la vie, et c'est la même inconnue qui va toucher à la mort. Et c'est cet entre-deux, en fait, où on ne sait pas, parce qu'on n'a aucun pouvoir sur ça. C'est un peu ton histoire, Exactement. c'est un peu ce que tu as vécu, avec des deuils, avec ton corps qui a, je pense, quand même souffert. Oui, Cette force que tu portes aussi de vie, parce qu'en fait, c'est la force de vie qui t'a animée à chaque fois. Parce que la femme, quand elle enfante, elle porte cette force de vie. La mort a à chaque fois été là. Et en même temps, tu vois, c'est comme une danse entre la vie et la mort. C'est ton chemin, c'est ton histoire, c'est ta richesse, c'est ton expérience. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui traversent peut-être les mêmes choses en moi, je voudrais, conclusion? vra- moi, je voudrais vraiment transmettre aux femmes et aux couples. Aux femmes, bien sûr, parce que nous, on a tout ce côté physique. On peut avoir cette douleur physique, ces traces physiques sur notre corps. Moi, je voudrais transmettre aux gens un message d'espoir. En fait, quand on vit quand on vit un deuil, quand on vit la mort de nos enfants, c'est quelque chose d'affreux. Mais derrière ça, j'ai juste envie de dire qu'il y a toujours quelque chose de positif. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à voir ou à entendre. Mais aujourd'hui, nous, on a perdu Manon et Louis en 2012, Marius en 2015, et aujourd'hui, on est en 2026. Bien sûr que je pense à mes enfants, bien sûr que je pleure. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ma vie, elle est belle. Ma vie, elle est belle parce que j'ai décidé d'avancer avec mes enfants au cimetière. Je n'ai pas peur d'utiliser les mots. Je n'ai pas peur d'en parler avec ma fille. Il y a des moments de la vie où on est obligé suivant l'âge de nos enfants. C'est vrai que moi, dans cette histoire, ce qui m'a certainement sauvée, c'est ma fille qui était là. Je sais que certaines femmes, certains couples n'auront pas cette chance-là d'avoir un enfant. Mais vous aurez la chance de l'avoir différemment. Vous aurez la chance d'avoir vos amis les plus proches qui auront un enfant. Et en fait, vous deviendrez une tata et un tonton de cœur. Peut-être votre sœur ou votre frère qui auront un enfant. Et là, vous serez tonton et tata de sang. Et il y aura un amour inconditionnel pour ces enfants autour de vous. Il faut juste savoir le voir, tendre sa main et, et donner tout cet amour aux gens qui sont autour de vous. Moi, cette envie de maternité, elle m'était aussi très présente parce que j'avais la sensation d'avoir à donner toujours, toujours, toujours de l'amour. J'avais toujours l'impression d'avoir trop d'amour, trop d'amour, trop d'amour. Et d'ailleurs, ça m'a fait très, très peur de donner beaucoup trop d'amour à ma fille. Parce qu'on nous dit toujours en plus que quand on a un enfant unique, il ne faut pas leur donner trop d'amour, ici et ça. Mais finalement, ma fille, je lui donne tout l'amour que je veux. Et tout cet autre amour qu'il me reste et que j'ai toujours, toujours, parce qu'on a toujours de l'amour à donner, et ben, je le donne à toutes ces personnes qui sont autour de moi, tous ces amis, toutes ces familles, toute ma famille. Et malgré nos histoires, malgré nos échecs, malgré nos deuils, malgré la mort, parce que là, on parle vraiment de mort, eh bien, la vie est belle. La vie est belle. Je pense qu'on peut tous se remettre d'un deuil, d'un échec quel qu'il soit, d'une situation difficile, sans oublier ce qu'on vit, sans oublier nos enfants et continuer à voir toujours ce qui est plus rose, ce qui est plus beau, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie amoureuse, dans notre vie amicale et dans toutes les personnes qu'on côtoie. Ben, je pense que c'est un beau message de résilience, Oui. justement, pour les femmes, pour la voix des femmes. Merci infiniment pour ce témoignage profond, touchant. Voilà, j'honore ton chemin, j'honore la femme que tu es, et j'ai envie de dire, tu sais, ce que tu vis viendra toucher, et ce que tu as vécu viendra forcément toucher d'autres femmes qui sont aussi sur Oui. cette voie, sur ce chemin, et j'espère de tout cœur, vraiment, c'est l'intention aussi de ces interviews, c'est que ça puisse leur permettre d'être dans cette espérance, d'être aussi dans cet amour d'elles-mêmes aussi.
et d'avoir des clés, des pistes peut-être pour avancer, pour grandir, pour faire les deuils. Donc merci infiniment pour la richesse de ton partage et puis et ta joie, parce qu'on sent vraiment aussi que tu portes cette joie de vivre, en fait, cette volonté de vivre qui est juste incroyable chez toi. Donc merci pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui dans La Voix des femmes. Mais merci, merci pour tout. Voilà, à bientôt et puis en espérant que ça vous aura soutenu sur votre chemin. À bientôt pour du coup, un nouvel épisode. Merci Coralie, merci infiniment. Merci Au à toi, revoir. Émilie.